Minecraft se fait cancel. Avant de penser que c'est un simple drame d'internet, respire et sois attentif, car cette fois, le bruit ne vient ni d'un mode obscur, ni d'une embrouille de serveur, ni d'un petit youtubeur en quête de clics. Une décision officielle annoncée sur les canaux du jeu a finalement affecté l'une des idées les plus sacrées de Minecraft. Sa place en tant qu'espace neutre, libre et d'évasion. La réaction a été immédiate. Mojang a bloqué les commentaires de son tweet, suscitant de nombreuses critiques, des milliers de likes, du racisme et de la haine. Beaucoup de vidéos YouTube évoquent l'endoctrinement, l'activisme et le militantisme dans un jeu de cubes. Au milieu de tout cela, beaucoup de gens ont commencé à se demander si Minecraft est toujours le même jeu qu'il a toujours été. Viens avec moi pour comprendre toute cette polémique, et qui sait, peut-être que tu ressortiras un peu plus réfléchi de cette vidéo. Allons à ce qui s'est vraiment passé, car le chaos n'est pas venu de nulle part. Minecraft a lancé un nouveau DLC gratuit, nommé Good Trouble, soit Bonne Pagaille. Jusque-là, rien d'inhabituel, Minecraft a toujours sorti des DLC de toutes sortes. Il y a déjà eu des crossovers avec Star Wars, Avatar, Tetris et bien d'autres. Ça a toujours été ainsi, un monde à part, conçu pour que tu sortes de la routine et explores une autre idée. Cette fois, le thème n'est ni la fantaisie, ni une nouvelle mécanique, ni un univers fictif. Le DLC Bonne Galère, au nom déjà évocateur, s'inspire de mouvements réels pour les droits civiques dans le monde. À l'intérieur, vous verrez des versions en bloc de personnes réelles. Vous pouvez marcher avec John Lewis lors d'une marche historique, découvrir la lutte de Malala pour l'éducation des filles, ou suivre Nelson Mandela contre l'apartheid. Tout cela dans Minecraft, avec des décors directement inspirés d'événements réels. Le contenu vous plonge dans des manifestations et des traversées symboliques créées pour illustrer des moments clés de l'histoire récente. J'insiste sur le terme « récente ». Prenons l'apartheid, ce système légal séparait les personnes selon leur race et privait les Noirs sud-africains de leurs droits fondamentaux. D'après vous, cela date de quand ? 100 ans ? 200 ? Non. Cette structure raciste, absurde et légalisée n'a été renversée que dans les années 90. L'objectif est d'enseigner, contextualiser et expliquer l'existence et l'impact de ces luttes. États-Unis, Afrique du Sud, Inde, Royaume-Uni, droits civiques, lutte antiraciste, droit de vote des femmes, indépendance nationale, éducation des filles. Tout cela se présente comme une expérience jouable, à l'image de plusieurs DLC. À ce stade, la problématique de l'annulation devient évidente. Politisation. Même si ce sont des sujets qui concernent les droits civiques et les droits humains, que l'on le veuille ou non, beaucoup de gens finissent par associer cela à la politique et en arrivent à ce discours selon lequel un jeu neutre comme Minecraft, un jeu dont le public est majoritairement composé d'enfants, ne devrait pas être lié à ce type de discussion et de politisation. Au Brésil et à l'étranger, de nombreux youtubeurs ont publié des vidéos sur ce sujet, souvent avec des titres contenant activisme, militantisme et politique. Et avant d'aborder la question de savoir si une extension comme celle-ci était vraiment nécessaire dans un jeu comme Minecraft, nous devons d'abord voir de quoi il s'agit réellement. John Lewis, par exemple, n'a pas été qu'un nom important sur le papier. Il était un jeune homme noir du sud des États-Unis qui a décidé de s'opposer à la ségrégation raciale à une époque où cela signifiait être battu en public, être arrêté et risquer sa propre vie. Malala évolue dans un contexte différent mais tout aussi historique, adolescente dans une région du Pakistan contrôlée par les talibans où les filles n'avaient pas le droit d'étudier. Au lieu de se taire comme la plupart, elle a écrit sur la situation. Elle est devenue une cible, a reçu une balle dans la tête dans un bus scolaire et a survécu. Elle est ensuite devenue un symbole mondial du droit à l'éducation des filles. Nelson Mandela reste sans doute l'exemple suprême de persévérance. Il a combattu l'apartheid et passé 27 ans en prison. À sa libération, il a mené la transition vers une démocratie multiraciale et est devenu le premier président noir du pays. Rosa Parks apparaît dans l'un des gestes les plus simples et, en même temps, les plus puissants de l'histoire récente. Elle a refusé de céder son siège à un homme blanc, déclenchant ainsi un boycott des bus. Lors d'une mobilisation qui a duré plus d'1 an et qui est devenue un jalon dans la lutte contre le racisme institutionnel aux États-Unis. Et Martin Luther King, bien sûr, est apparu comme le fil conducteur reliant beaucoup de ces moments. Le pasteur pensait que la désobéissance civile non violente était le seul moyen légitime de s'opposer aux lois injustes. Son discours célèbre est resté dans l'histoire. La plupart d'entre nous l'ont vu à l'école, mais avant et après, il y avait une persécution constante. Ce DLC traite aussi de mouvements plus larges, pas seulement d'individus isolés. Elle cite le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Elle cite des événements liés au droit de vote des femmes, à l'indépendance de l'Inde par la résistance non violente, à l'apartheid et à des mouvements récents comme Black Lives Matter. Et c'est précisément ici que le débat commence à s'enflammer, parce que, de manière très directe, Minecraft a décidé non seulement d'emprunter son esthétique à la fantasy, mais aussi d'intégrer dans le jeu des éléments explicites de l'histoire réelle, et cela change complètement le ton de la conversation.
On répète souvent que Minecraft est vu comme un jeu pour enfants, axé sur la créativité, l'exploration et l'évasion. Un espace où l'on entre justement pour oublier le monde réel et non pour affronter ses conflits. Lorsque le jeu aborde ouvertement les protestations, le militantisme et le changement social, beaucoup pensent qu'ils auront un accord implicite, franchissant une limite inédite. Un autre argument fréquent est la classification par âge. Pour ce groupe, introduire des thèmes politiques réels dans un jeu joué par des enfants donne l'impression qu'ils sont exposés trop tôt à des débats complexes. C'est de là que vient le mot qui revient le plus souvent dans ce genre de réaction, l'endoctrinement, ou la très célèbre culture woke. Il y a la peur que cela crée un précédent. L'idée est que des discours plus radicaux et polarisés pourraient à demain suivre la voie aujourd'hui empruntée par des luttes largement acceptées. Au-delà de tout cela, il y a aussi le fait que Minecraft a toujours été perçu comme un refuge. Au final, la thèse est simple. Les jeux vidéo, notamment pour enfants, ne devraient-ils pas servir d'outil d'activisme, même si les causes lui semblent évidentes ou l'interaction positive. Pour ce côté du débat, le jeu perd quelque chose d'essentiel au moment où il cesse d'être simplement un espace de création libre et commence à porter un message politique explicite. Mais est-ce vraiment aussi simple que ça ? Ici, on aborde un point que beaucoup de gens ignorent, volontairement ou non. Sensibilisation et endoctrinement sont deux choses très différentes. Les enfants ne vivent pas isolés. Ils font face à l'inégalité, à l'exclusion, à la violence symbolique et aux conflits sociaux, même quand des adultes font semblant qu'on peut mettre le monde sous cloche. Elles le constatent dans la rue, à l'école, sur Internet, à la maison. Ce qui change, ce n'est pas le problème, mais si quelqu'un aide à comprendre ou si on laisse tout devenir un bruit de fond, comme souvent. Parler de conscience raciale et de classe, ce n'est pas imposer une idéologie à un enfant, mais lui offrir vocabulaire et contexte historique. Il s'agit de fournir des bases pour qu'elle interprète la réalité avec plus d'esprit critique, quelle que soit sa vision du monde, sans lui dire en quoi croire. Il s'agit d'expliquer d'où viennent les choses pour qu'elle décide d'elle-même. Et quand le jeu montre John Lewis, Malala ou Mandela, il transmet de l'histoire et du contexte, pas un ordre de pensée. Cela montre que les changements sociaux ne sont pas apparus de nulle part, ni obtenus par magie, ni à coups de tweets enflammés, mais résultent de longs processus coûteux humainement, bien différents de la politique directe. Un autre point qui doit être distingué avec beaucoup de soin, c'est ce mélange constant entre protestation pacifique et violence, comme si c'était la même chose. Ce n'est pas le cas, ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais, même si certains le prétendent. Le DLC dans Krankaboa s'appuie justement sur des traditions historiques de désobéissance civile non violente. Marches, boycotts, actions symboliques. Des groupes occupent l'espace public pour protester contre des lois injustes. Une action récurrente dans l'histoire car efficace. Ce n'est pas une mode récente, c'est une des méthodes historiques les plus efficaces. Le problème, c'est que beaucoup de gens prennent des épisodes de violence contemporaine commis par des groupes opportunistes ou radicaux et mettent tout dans le même sac, comme si toute référence à une manifestation menait automatiquement à un incendie ou à un affrontement armé. C'est un raccourci facile pour discréditer toute mobilisation. Enseigner des moyens éthiques et pacifiques de revendiquer ses droits ne banalise pas la violence. Au contraire, cela prouve que le changement peut se faire sans chaos, haine ou destruction. En présentant ces exemples historiques, vous délégitimez l'idée que tout casser soit la seule option. Une autre chose qui, je pense, doit vraiment être discutée, c'est que les jeux vidéo n'ont jamais été neutres. Cette idée que le jeu devrait être apolitique part d'un fantasme confortable. Toute expression transmet des valeurs, même en prétendant le contraire. Le jeu transmet toujours une vision du monde, qui est le héros et qui est l'ennemi, ce qu'il récompense ou punit, et quel comportement il valorise ou considère comme des erreurs. Tout cela relève d'un choix, et qu'on le veuille ou non, un choix reflète des valeurs. À l'époque de Notch, il y avait déjà des discussions, notamment sur le fait qu'il affirmait publiquement ne pas être contre le piratage en tant que créateur du jeu. Des plus petites aux plus grandes choses, il y a toujours quelque chose qui est communiqué. Alors, quand le Minecraft actuel sort un DLC comme Bonne Galère, il ne politise pas quelque chose qui était pur, il rend simplement explicite un débat qui a toujours été là, caché sous la surface. Il est normal d'être méfiant. Les entreprises exploitent souvent les questions identitaires à des fins lucratives. De nombreuses campagnes de diversité sont creuses et opportunistes, de simples actions marketing paresseuses de poursuivre la tendance. Ce scepticisme n'est pas de la paranoïa, mais une lecture intelligente de la réalité. Le problème, c'est quand cela devient une explication universelle, quand chaque action symbolique ou éducative est réduite à du pur marketing, sans regarder l'histoire, la cohérence ou le coût. S'il y a bien une chose qui use aujourd'hui, c'est de prendre position. Pendant que je préparais cette vidéo, j'ai pensé de nombreuses fois à y renoncer parce que, tout simplement, ça n'en vaut pas la peine. Les communautés sont polarisées, bruyantes, et la discussion intellectuelle a disparu. On attaque sans débat et souvent, le silence rapporte plus.
Alors quand une entreprise choisit de s'exprimer, même en sachant qu'elle va se faire critiquer, peut-être que le calcul n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le fait est que, tout comme toute initiative n'est pas forcément pure, toute initiative n'est pas non plus vide de sens. Concernant Mojang, il faut plus de prudence, car ce n'est pas la première fois que Minecraft prend position. Mojang elle-même a déjà pris des décisions politiques auparavant, au sens le plus concret du terme, et elle en a payé le prix réel. En 2022, l'entreprise a clairement interdit les NFT, crypto-monnaies et tout lien avec la blockchain dans l'écosystème Minecraft. Ce n'était ni une suggestion ni un débat, mais une décision directe. La justification était simple. Les projets de jeux Play to Earn transformaient les serveurs en environnements spéculatifs où ceux qui avaient été plus d'argent hors du jeu avaient vraiment plus de pouvoir dans le jeu. Surtout, ils comportaient en un fort risque d'arnaque, d'exploitation des enfants et d'inégalités économiques déguisées en gameplay. La réaction a été forte. Des développeurs ont accusé Mojang de censure, des investisseurs ont protesté publiquement et il y a eu menace de boycott, campagnes négatives et agitation sur les réseaux sociaux. Pourtant, la décision a été maintenue, ce qui en dit long. Ce n'était ni confortable, ni populaire, ni rentable, mais c'était un choix structurel pour éviter que Minecraft ne devienne un casino pour enfants sous couvert de jeux créatifs. Aujourd'hui, le marketplace de Minecraft Bedrock ressemble beaucoup à cela. Une infinité d'objets vendus pour toujours plus d'argent, ce qui encourage le consumérisme chez les enfants. Peut-être que ce sont deux faces d'une même pièce. Un autre point qui démolit complètement l'idée de neutralité de Minecraft, c'est la version Education Edition qui existe depuis 2016 et qui est officiellement utilisée dans des milliers d'écoles dans des dizaines de pays. Ce n'est ni un mode communautaire ni une expérience alternative, mais une version institutionnelle du jeu conçue pour l'enseignement. Il existe déjà des mondes sur le changement climatique, la durabilité, la citoyenneté numérique, la désinformation, les droits humains, l'histoire sociale, l'inclusion, l'accessibilité et la coopération. Tout cela est utilisé en classe avec l'enseignant comme médiateur, selon le programme et les directives. Aucun de ces faits n'a causé d'effondrement moral, de radicalisation massive ou d'enfants voulant incendier le monde. Depuis presque 10 ans, Minecraft sert déjà à aborder des sujets sociaux complexes avec les jeunes. Le DLC est une bonne source de problèmes, il ne sort pas de nulle part, il s'inscrit parfaitement dans cet historique. Autrement dit, si l'idée était simplement de plaire à tout le monde, ou du moins au plus grand nombre de personnes, le choix évident aurait été de rester silencieux. L'intérêt commercial est clair, mais le silence reste plus sûr. Minecraft a déjà perdu du public et du capital symbolique, devenant une cible à cause de telles décisions. Cela affaiblit l'idée qu'une prise de position actuelle ne serait qu'un coup marketing paresseux sorti de nulle part. Honnêtement, même la communauté du jeu reflète ce manque de neutralité depuis des années. Les serveurs religieux avec église, culte, lecture collective de la Bible et règles morales existent depuis longtemps. Des serveurs alignés à droite ou à gauche simulent État, élections, partis et système juridique. Il y a des serveurs anarchistes, autoritaires, nationalistes, arborant des drapeaux et connaissant des conflits territoriaux inspirés de vrais Tsramaguerre. Certains serveurs de jeux de rôle mettent en scène le colonialisme, l'esclavage historique, des révolutions, des théocraties et des régimes totalitaires. Tout cela est réalisé par la communauté sans intervention directe de Mojang, et les vidéos YouTube sur chacun d'eux cumulent pourtant des millions, voire des dizaines de millions de vues. Des communautés chrétiennes conservatrices et des groupes progressistes ont toujours coexisté, sans appartenir à un seul spectre idéologique. Au final, ce qui est surtout ressorti là-bas, c'est le racisme latent et souvent explicite. Il y a eu de nombreux tweets avec des dizaines de milliers de likes, avec des commentaires du genre « Comment ça, du racisme dans mon jeu de blocs ?» C'est un mème, une blague, mais aussi une manière confortable d'exprimer ses préjugés. Au final, Minecraft n'a pas soudainement choisi de devenir politique. Il a seulement mis en lumière ce qui existait déjà, tant dans les décisions de l'entreprise que dans le comportement de la communauté. Nous vivons dans un monde sous tension permanente. La protestation fait désormais partie du quotidien, et les actualités et les débats ne disparaissent plus au bout de 24 heures. Ils durent des semaines. Il est intéressant de noter que ce public, déjà exposé sur les réseaux sociaux et journaux télévisés, y accède aussi de façon interactive et éducative dans le jeu. Minecraft est déjà utilisé à l'école dans des projets éducatifs. De tels DLC renforcent son image d'outil culturel et pas seulement de divertissement. Le débat n'a jamais porté sur l'exposition des enfants aux thèmes sociaux, car ils y sont déjà confrontés quotidiennement. Parfois, cela survient isolément ou déformé, mais elles y ont toujours accès. Ignorer cela ne rend pas le jeu plus neutre, seulement la discussion plus superficielle. La question essentielle demeure, cela en valait-il la peine? Seul le temps répondra. Toute œuvre transmet des valeurs, même en prétendant l'inverse. Suivez-moi sur Instagram, akraman77.